Salut YouTube. Allez, on attaque. Alors, on bascule. Normalement... ouais. Scénario 4. Ouais, c'est ça. Donc, on a fait détection de collision pour rejoindre le match simple. On a fait détection de collision pour la fin de tour. Détection de collision pour le déplacement. Et détection... Et on va faire la détection de collision pour détecter l'attaque. Donc, pour faire ça... je sais pas de quoi j'ai besoin, donc pour le moment, on reste comme ça. On génère l'événement, donc il dit qu'il a besoin d'un pointeur du joueur A. Donc, on rajoute un pointeur et le pointeur est lié au joueur. Ça me va bien. On lance les tests. J'ai besoin d'une cellule. Ouais. Ok. J'ai besoin d'une tour. Et je sais pas si... Je sais pas si on a besoin de lui mettre des références dessus. On va voir. Donc, il lui faut bien des références. Tac. Je lui mets les refs. Donc, c'est une tour avec une map vide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il te faut une grille, d'accord. Une grille liée au match et à la cellule, ça me va bien. Il faut un match, ok. Il faut un robot, d'accord. Et là, il me dit que on n'a pas besoin. Donc là, j'ai... ouais, donc actuellement, j'ai le déplacement. Parce qu'en fait, il n'a pas détecté qu'il fallait une tour. Là, en fait, il a fait comme si je voulais me déplacer vers la cellule. Ça. Par contre, la tour, non. Donc, là, ce qu'on peut faire... Ouais. Donc, j'ai besoin des parenthèses là ou pas?
Non. Bah, parfait. Ce qui serait bien là, c'est de dire, ok, j'ai 3 collisions, donc ça veut dire qu'il me faut... C'est quoi que j'ai fourni? J'ai une cellule, j'ai un joueur, j'ai le pointeur, j'ai la cellule, mais je devrais avoir aussi un robot ou une tour, en fait. Est-ce que j'ai cliqué sur un robot ou une tour? D'accord. D'accord. C'est quoi? C'est avec une tour. Ouais. On testera avec un robot après. S'emmerder. Ok. Le robot, j'en ai pas besoin tout de suite, donc je mets de côté. Donc là, par exemple, bah, je pourrais faire un return. Pour aller très vite, hein. This send event. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est un attack event. Et donc là, on veut mettre le player ID. Donc player ID, c'est player A. Je le mets en dur, hein. Je le mets en dur, puis on verra après ce qu'on peut faire. Donc player A, attacker ID, donc c'est robot A. Player A robot ID. Player A robot ID. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? La target. La target. C'est la tower. Player B. Player B, tower ID. Tac. Player ID. Ouais, c'est le top like. Voilà. Ok. Donc là, si je lance les tests, est-ce que ça passe? Ou est-ce que j'ai tout pété? Ça passe. Donc ça passe, mais en dur, avec les ID en dur. Et ça casse pas les précédentes logiques. Après, si on veut
redesigner l'ensemble du système, là, l'ensemble du collision system. On verra ce qu'on fait. Mais c'est plutôt pas mal. Donc, comment je peux récupérer déjà le player A? Donc, j'ai le player pointer. Donc, pour choper le player pointer, j'ai normalement un player ID ici, à partir du player pointer. Tac, je le remplace. Je lance les tests. Ok, ça c'est bon. Euh... Ce qu'il faudrait aussi... Là, je me rends compte que Player ID, il est utilisé plusieurs fois. Donc, ce que je me dis, c'est que pour aller le chercher, on va, on va l'extraire et le mettre au-dessus, sur la collision. Ah, j'ai besoin du... Ah oui, parce que là, j'ai un bouton. C'est différent. Alors, ce qu'on peut faire... Voilà. Quoique, je tape pas dans le repo, là, en fait. Non, je vais pas faire ça. Je pourrais retirer la duplication autrement, mais je, je me fais chier pour rien, là. Je me fais chier pour rien. Euh, Donc, comment je peux choper le robot? Le robot, ça, je l'avais, c'était la current unit to move. Current attacking unit. Match ID from cell, j'en ai besoin aussi. Et donc là, current attacking unit, player A robot ID. Donc, par contre, le player B tower ID, c'est il faut que je chope. J'ai le match. J'ai le match.
Alors, en fait, il faudrait que je pique le... J'ai le player, donc en fait, il faudrait que j'aille chercher... Il faudrait que je sache si c'est une tour ou un robot, comme ça après je la chope à partir du joueur. Bah non, la tower anti-référence... La tower anti-référence, on a bien compris que c'était une cellule. On a bien compris que là on récupérait la cellule. Dans la cellule, puisqu'elle est typée en cellule. On a compris que c'était... Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, en fait, je peux juste prendre la tower entity référence. Je la mets ici. Je mets l'entity ID, en fait. Non, il y a un truc que j'ai mal fait. Il y a un truc que j'ai merdé. Ah oui, j'ai... Il y a le player ID que j'ai viré, c'est vrai. Je remets le player ID là où il faut. Ici. Et là-haut, j'ai plus besoin de tout ça. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Et donc, on a bien l'événement d'attaque qui est généré. Et par contre, je prouve bien que... Est-ce que je prouve... Est-ce que je prouve que le joueur, il est bien dans le match? Là, je suis pas sûr, hein. Ah, il y a ça, là. C'est ça. Faut que je le prenne aussi, ce truc. L'idée, c'est d'avoir toujours le... Ouais, c'est de vérifier que le joueur fait bien partie du match, parce que on va avoir des collisions, avec... Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on les exclue, c'est qu'on les exclue. Donc ça, c'est pas mal. Là, donc, ce qu'on voit ici, c'est que là, on a deux... comment il s'appelle? C'est ça. Voilà. Donc ça dégage. Tac.
Ouais, donc là, on va faire this tout court. C'est quoi ça? C'est Current Attacking Unit. Ouais, Current Attacking Unit, là, il est utilisé qu'une seule fois. Ah, et là, il est utilisé 2 fois. Donc là, ce qu'on va faire... Current Phase Unit. Ok. Ça fonctionne toujours. Oui. Là, j'ai 2 fois Player ID. Bah, c'est pas mal. Ok. J'avais encore Match ID en dur. Bah, on peut faire la suite qui serait donc... Ouais, donc là, j'aurais plein de given à faire, là. Ça va être chiant. En fait, on va faire la même chose, mais avec un robot. Un robot du joueur adverse. Donc, par exemple, 5 collisions avec un robot. Donc, on veut un autre robot. Voilà. Donc là, en cas de robot, voilà, ça marche pas. Par contre, là, ça parle toujours de Tower BID, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est où que j'ai merdé. Je remets à plat les ID d'identité. Hein. Parce que j'ai fait de la merde à un moment.
Player B Tower ID est manquant dans le repo, ce qui est pas normal parce que normalement je l'ai fait, je l'ai ajouté. Player B robot. Ah oui, non, j'ai mis Tower ID. Donc il y a un moment. Il y a un moment, j'ai fait de la merde. Oui, c'est là. Ok. Ah oui, c'est l'événement de collision, j'ai oublié de mettre robot. Voilà. J'avais merdé dans les tests. Et donc là, on a un déplacement encore. Et pas une attaque. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de récupérer le robot. Et donc on fait la même chose hein, en fait. On se rend compte que ça va être exactement la même chose si on se trompe pas. Comme ça. Comme ça. Sauf que là, au lieu de mettre la tower, normalement, je mets le robot. Le robot aussi là. Voilà. Et là, ça passe. Donc pour pouvoir faire mieux, on va faire ça, je pense. Voilà. Donc si j'ai entity référence, si j'ai tower entity référence, je mets tower entity référence, sinon je mets robot. T'as pas envie? Oh, c'est chiant. C'est chiant. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire en sorte que ça passe comme ça, mais bon. Tant pis. On va faire 2 fois. Et donc là, c'est juste le nommage qu'on va changer. Ok, donc ça c'est pas mal. Par contre là, ouais, ce que je voyais c'est qu'il y avait plusieurs fois Player ID et Match ID en fait. Ça c'est un peu chiant. Là aussi il y a le Player ID. C'est pas vraiment ça.
Elle est où la cellule? Elle est là. Donc là, c'est plutôt on is player on match. De ce que je me trompe pas. Player pointer. Player pointer. Donc là, en fait, je pense que je peux choper le player. On va essayer de le faire là. Parce que le player pointer, en fait, j'en ai plus besoin après derrière. Parce que là, c'est le player pointer, il est utilisé qu'une fois. Là aussi. Et là aussi. Ah si, là par contre, j'ai besoin de isSame player. Pourquoi on a besoin du... Bah en fait, c'est le pointer, c'est le player ID en fait. Ouais, donc je peux mettre le player ID là, en fait. Ok. Donc, ok, donc déjà, player ID, j'en ai plus besoin.
Alors le player ID... Attends. Tac. Voilà, comme ça, là, je serais obligé... Vu que c'est à la souris, le contrôleur principal, il n'y a aucune raison qu'on ait un événement où il n'y a pas le pointeur, en fait. Il n'y a pas le pointeur de la souris. Ça serait complètement débile de dire tu m'envoies un événement autre qu'une collision où il n'y a pas le pointeur. En tout cas pour le moment. Pour le moment, on gère des collisions comme ça. Donc si jamais il y a autre chose qu'une collision où on a forcément un pointeur, on le gérera à ce moment-là en fait. Hmm. Et comme ça, moi je peux créer ouais. Bah, à la limite, là, on a... C'est du on-pointer collision, en fait, hein, quand on y pense. Ça, c'est du on-pointer collision, ce qui fait que je peux directement faire ça. Voilà. Et comme ça, il a la totale. Par contre, là, on-pointer collision... Ah, c'est là où je fais... Est-ce qu'il y a du undefined et tout le merdier, là. Merde. Bah, là, je peux fournir le player entity ID, je peux le mettre directement là, en fait. Vu que j'ai le pointeur entity référence. Et... Ah oui, merde. Non, je peux pas faire ça. Je suis obligé de les laisser tels quels. Ok.
Je suis con, c'est des promesses de void, ces trucs-là. Donc je pourrais... Faudrait que je teste. Ok. Là, par contre, là, toutes les constantes et tout... J'ai besoin du pointeur. Je- Ah si, le pointeur, j'en ai besoin, par contre. Le bouton. Le bouton, il est là. Tac. Quand il est juste un tout petit peu long, donc on va juste faire ça. Tac. Tac. Voilà. Donc ensuite, la cellule. La cellule, c'est ça. Le robot et la tour. Donc la tour et le robot. Voilà. Donc là, alors, exemple. On va vérifier si ça fonctionne. Ok, je vais juste tester le message d'erreur. Là, on va faire un test vitouf. On fait un scénario débile. Scénario débile, on s'en fout du titre. On s'en fout des builders. Non, bah oui, on fournit rien. Et par contre, on fait une collision avec pas de pointeur, justement. Collision entre un robot et une cellule. Genre le truc, on ne le gère pas. Il faut obligatoirement un pointeur. Est-ce que ça fait planter la promesse et est-ce que j'ai un message d'erreur qui est clair? Ouais. Donc là, pareil. Alors, je vais remettre le before. Hein. Le plaisir. Tac. Quel est... Ok, missing... Alors, missing pointer... U. Euh... ouais. Ok. Alors, ça, c'est du... ça, c'était quoi? Entities, machin... Et ça? Bah ça, je l'utilise qu'une seule fois, donc... je pourrais le mettre là. Ah non.
Non, j'ai fait des conneries. Ah. Mais là, pour le moment, est-ce que... Donc là, je fais les entités. Ouais, il y a quand même un retrieve entity component by entity ID. Donc c'est là où je récupère... Ouais, mais après, c'est que les entités en collision. Donc c'est soit 2 ou 3 entités, et je les chope par leur ID. Donc ça va aller assez vite. Et après, c'est parmi ces entités-là, je vais faire du filtrage. Voilà. C'est pas ça qui va écraser le serveur. C'est pas ça qui écrase le serveur. Donc, le seul truc là, donc, missing entity référence. Je mettrais bien entity type là. Entity type. Ok. Le pointer entity référence. J'ai absolument besoin. Ah non, parce que là, j'ai déjà fourni le player ID, donc j'en ai plus besoin en fait. C'est débile. C'est débile. Voilà.
Match ID est utilisé plusieurs fois, ça c'est ok. Match ID. Et là, par contre, j'ai pas besoin. Je vais avoir besoin là du match ID ici. Eh, mais c'est que si le... Oui, non, on va pas le faire avant. Parce que là, on peut être en simple match lobby. Donc non. Non. Non, mais c'est pas mal ça. Les petites fonctions qui d'helper là. Ah, là, on l'a 2 fois. Salut, Attends, je vois pas bien ton nom avec le bleu, là. Tensali. Ah, The Tensai. C'est japonais? Je connais un peu... Ça avait une consonance un peu japonaise. Je connais un petit peu. Un chouïa. Un petit jeu de mots. Un nana arachouya. Tu vois. Oh, le jeu de mots de merde. Le plaisir. Parfait, ça. Aïe. Bon, ça marche toujours ou pas? Oui, donc ça c'était le précédent test qui me permettait de prouver que c'était de la merde. Ok, ça dégage. On est bien. Ok, donc là c'est trop fort, on a toutes les collisions. Bah là, je suis en train de faire les checks de collision pour enclencher les actions de gameplay qu'on a déjà codées. Et entre autres, là, depuis ce matin, on a validé une collision entre le pointeur de la souris et le bouton pour s'enregistrer dans le lobby d'un match simple. Parce que pour le moment, le but, c'est d'avoir une démo du jeu. Ça fait pas mal de temps qu'on développe. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus et il faut mettre le minimum de règles de gameplay qui te permet de faire un match, en fait, qui permet de faire le concept. Même si après, plus loin, il y aura d'autres choses à faire. Et donc là, l'idée, c'est de rejoindre le match. Donc ça, la gestion de rejoindre le lobby, parce que c'est un jeu multijoueur, donc il faut gérer tout l'aspect multijoueur et donc le fait que il n'y a pas forcément les joueurs de près à l'instant T pour lancer un match. Il y a une notion de salle d'attente. Quand il y a assez de joueurs, on va créer le match et on va envoyer les joueurs dans le match, etc., etc. Mais pour ça, il fallait un bouton pour dire qu'on rejoint le match et détecter que quand le joueur dans l'interface graphique va cliquer sur le bouton, qu'on détecte qu'il y a une collision entre le pointeur de la souris et le bouton du joueur, le bouton qui permet de joindre le match. Donc ça, c'est fait. Ça lance l'événement comme quoi le joueur veut rejoindre le match simple, enfin la salle d'attente du match simple. On a fait la même chose avec la fin de tour. Il y a un bouton de fin de tour, vu qu'on est sur un tactical RPG, on a des fins de tour
Donc, ça c'est bon. On détecte bien l'événement fin de tour. C'est OK. Et là, c'était quoi? Ouais, quand le joueur va cliquer sur un... Quand c'est son tour, hein, bien sûr. Si c'est pas son tour, de toute façon, ça enverra la collision. Il y aura l'événement qui sera envoyé, mais derrière, le gestionnaire de mouvement va lui dire t'as pas le droit de jouer, c'est pas ton tour. Mais par contre, bah voilà, si le joueur... ouais, si le joueur clique sur une zone de jeu et qu'une zone de jeu sans unité derrière, sans avoir une unité derrière, ça détecte qu'il veut faire un déplacement. Et si jamais il clique sur une unité, donc par exemple s'il clique sur un robot ou une tour, ça va détecter qu'il y a un robot ou une tour, et dans ce cas-là, on enclenche le... Comment? Je sais plus. On enclenche l'attaque. Tu trouves? Alors, les tests, on a fait pas mal de refacto en fait parce que les tests au début étaient beaucoup plus durs à gérer. Et là aujourd'hui, si on veut rajouter toute une batterie de tests de gameplay, on se débrouille pas trop mal. Avec les refactos qu'on a fait, on va de plus en plus vite en fait dans l'ajout de comportements sous forme de test automatisé, donc c'est plutôt cool. Le truc qui me dérange là un petit peu et que je vais sûrement fusionner, c'est que en fait je décorrèle les tests de type arrange ou before, ça dépend dans quel langage de spécification on se trouve. Mais le arrange, grosso modo, c'est avant de générer l'événement et de tester les conséquences de ces événements, il faut faire un arrange, c'est-à-dire la mise en place de l'état initial avant de lancer l'événement. En langage Gherkin, c'est la notion de given, donc c'est sachant que j'ai des choses au début, sachant que j'ai une situation de mon logiciel à l'instant T, donc quand je déclenche un événement, alors j'ai des conséquences. J'ai des conséquences par rapport à mon état initial plus l'événement reçu, en fait. C'est ça, arrange, acte et assert, qui fait given when then en Gherkin, mais grosso modo, c'est la même chose. Et là, ce qui me dérange, que je trouve dommage, c'est qu'en fait, j'attaque de manière décorrélée deux parties différentes. Je fais le arrange d'un côté et je fais les tests given de l'autre. Alors que je me dis qu'en faisant que les tests given plus, c'est-à-dire qu'en fait, dans ma fonction de test given, je pourrais mettre l'implémentation de affecter, arranger en même temps les entités. C'est-à-dire, j'arrange en question et je teste juste derrière que c'est bien fait, en fait. Ce qui me permet de déclarer qu'une seule fois, à la fois, le test de comportement de la spécification tel que moi je l'entends, et en même temps, le fait que ce soit fait, en fait, l'alimentation du repo, en fait. Parce que j'ai un repo d'entité qui me permet de donner un état du jeu à l'instant T. Mon repo, pour le moment, est en mémoire. Demain, si je veux le mettre dans une base de données, je le mettrai dans une base de données. Mais pour le moment, c'est chargé en mémoire. C'est un repo en mémoire qui suffit largement à faire le café pour l'état où on en est aujourd'hui. Et c'est pour ça, je suis en train de me creuser je suis en train de me dire que ça serait intéressant parce qu'en fait, ça force à la spécification du test. C'est ça que je me dis. Et ça permet de relire, en fait, quand on se rend compte qu'il y a des tests qui marcheront pas dans les tests end-to-end, où on voit bien si la glue entre les événements du jeu marche bien. On pourrait se rendre compte que justement, dans les spécifications de certains cas d'usage, il pourrait manquer des choses. Et donc, ça permet de faire remonter la spécification et d'éviter de lire le code, en fait. C'est-à-dire qu'il ne resterait plus qu'à lire le message, en fait, la test suite, humainement compréhensible, normalement à peu près, pour savoir qui fait quoi, en fait. Qui fait quoi et dans quel état on est. En fait, pour apprendre à utiliser les tests en TypeScript et en Node d'une manière générale, enfin en Node, tu peux même tester du code client si tu as envie, mais grosso modo, tu utilises une instance Node pour tester tout ça.
C'est la doc, enfin c'est de se jeter dedans en fait. C'est tu choisis un framework de test qui t'arrange bien, tu fais un tuto vite fait sur en utilisant la doc quoi. Tu sais, tu fais comment dire les premiers pas quoi, les tutos de premiers pas de la documentation officielle. En fonction de ces premiers pas, tu choisis la lib de test qui t'arrange le mieux en fait, où tu te sens à l'aise. Et derrière, bah, c'est avec la pratique. C'est avec la pratique, en fait, où tu vas te sentir vraiment à l'aise dessus. Moi, après, derrière, couplé à la lib de test, je fais la clean archi qui me permet de me rendre indépendant de la technique. J'évite de faire des mocks et enfin, d'utiliser des libs de mock, en fait, qui permet de faire des spies, de faire des mocks et tout ça. En fait, je fonctionne directement en code pur en faisant des fakes au travers de la clean architecture et de repository en mémoire, en fait, ce qui me permet de manipuler l'état de mon jeu. Et puis derrière, en faisant des techniques de refacto sur tes tests, tu arrives à te rendre compte qu'il y a des patterns de tests qui se ressemblent. Et c'est ce qu'on a fait, nous, hein, tu vois, on arrive on a un pattern de test qui dit, qui teste, en fait, par exemple, qu'une entité, je t'en montre un là, ici, voilà, une entité a une entité qui a un certain identifiant a un composant, est équipé de composants. Donc en fait, ça va checker dans le repository en dehors de toute logique métier. Ça va vérifier déjà que dans le repo, on a une entité qui a qui est composée de tel composant en fait, avec la valeur. Et ça, on peut le tester à la fois en given et à la fois en zen en fait. C'est-à-dire que moi, si je veux tester en conséquence, c'est-à-dire que je transforme un composant d'une entité, je change des valeurs ou des choses comme ça, je le fais dans d'autres tests, par exemple avec l'attaque. C'est assez explicatif, on va dire, de ce genre de choses. Alors, c'est plutôt le hit system, parce que l'attaque, c'est le fait de faire l'ordre d'attaque, alors que le hit, c'est plutôt le fait de retirer des PV. Là, par exemple, voilà, par exemple, là, je vérifie que mon entité, là, à la fin, là, je génère plusieurs événements de touche pour vérifier que je bombarde Je fais une mitraillette à PV là, pendant mes événements, je les chaîne en fait. Et à la fin, je vérifie l'état des PV en fait de mon robot là par exemple. Et donc ça me permet de tester la valeur du composant en dehors de toute logique métier. Ce qui fait que la logique métier à l'intérieur, bah, c'est de l'implem, je m'autorise à refacto à tout péter. Mais par contre, l'état du repository, en fait, il est checké au travers des tests. Mais ça, tu peux le faire avec n'importe quel lead de test normalement. Moi, j'utilise actuellement le repo. Si tu veux, je te mets le lien si tu as envie de regarder. J'ai mis le code en public. Il est où? GitHub. Git. Quick. Robot Fighting Championship. Voilà. Comme ça, tu regardes si t'as envie. Ouais, je l'ai mis en public au final. On n'en est pas au point où il y a assez de logique pour avoir de la propriété intellectuelle énervée. Faut juste que je pense à un moment à mettre un niveau de licence qui empêche l'usage commercial, mais au moins que si les gens ils veulent comment dire, s'ouvrir les chakras sur ce que j'ai déjà fait, je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas voilà, pour ceux que ça intéresse et qui veulent voir ma manière de faire, bah, ils pourront s'inspirer de ça. Et entre autres, donc le framework, la lib de test que j'utilise aujourd'hui, c'est Mocha et Chai, en fait. Mocha pour la librairie de testing, hein, donc qui permet de faire du describe, before, quand on regarde ce qui a été fait avec JUnit, grosso modo, c'est une lib un peu JUnit avec des verbes un peu différents. Et Jest fait la même, il y a Jasmine, enfin voilà, il y en a plein des libs de testing en JavaScript et en TypeScript derrière. Et la librairie Chai, c'est une librairie d'Assert. Donc en fait, si tu vois, tous mes tests, en fait, ils sont rassemblés dans un seul module en termes de... Ils ont été refacto pour être centralisés à un seul endroit. C'est un peu le fouillis, mais ça va encore. C'est dans le fichier test. Là, tu vas dans Event Test au niveau du repo. Et là, tu vois qu'il y a toutes les... C'est là-dedans que j'importe Mocha, en fait. Parce que toutes les refactos que j'ai fait que j'utilise le même pattern de testing un peu partout. Ah bah voilà, si tu utilises Mocha et Chai, déjà, tu vas te sentir comme à la maison, si tu veux.
Mais grosso modo, tu vois, j'ai fait une refacto pour expliquer un scénario au sens feature. C'est-à-dire que moi, j'ai une structure feature, j'explique une feature, et là, en plus, vu que je fais de l'ECS, pour moi, une feature, c'est un événement, c'est un type d'événement, en fait. Et pour ce type d'événement, il pourrait y avoir plusieurs choses qui se passent dans l'ensemble de mon système. Donc, je fais une feature par type d'événement. C'est pour ça que j'ai mon spec, j'ai mon fichier de spec en fait au niveau de mon dossier events. Et donc, pour chaque type d'événement, en fait, je fais la description d'une feature. Et ensuite, ce qui décrit réellement ma feature par l'exemple, en fait, en tant qu'expert de mon système, je suis censé connaître des exemples de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit surtout pas être fait. Et donc, je fais des scénarios, en fait. J'ai créé des scénarios qui me permettent de charger, en fait, un serveur scénario me permet de charger tout mon environnement de jeu qui va bien, avec au cul ce qu'on appelle le jeu en lui-même. Donc, j'ai un game system, soit côté serveur, soit côté client, en fonction que je fais un scénario client ou un scénario serveur, en fait. Parce que bon, je vais avoir du code client et du code serveur. Et en même temps, j'ai ce qu'on appelle mes adapteurs. Donc en CleanArchy, on fournit de la tech, hein, grosso modo. Et là, ma tech, c'est de la tech en mémoire qui est mis à disposition et qui peut être utilisé par mes tests pour tester des choses dans les adapteurs, en conséquence. Et ça marche plutôt bien. En fait, ça s'est construit, au fur et à mesure qu'on fait des tentatives de refacto pour réduire la duplication de code. C'est vraiment agréable. Et au début, rajouter du comportement, c'était lourd parce qu'il y avait plein de trucs à faire, c'était beaucoup de redites et beaucoup de choses à écrire. Hein, quand on voit un test, par exemple, un test pour vérifier qu'une entité a un composant particulier, ouais, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Il aurait fallu écrire ce genre de truc. Le hit, là, par exemple, il aurait fallu l'écrire à chaque fois. Donc là, en fait, on a une refacto qui fait que ça tient sur une ligne, et puis on peut très facilement copier-coller pour reprendre un peu la même approche de pattern, en fait, qui permet de tester une étape au sens scénario de test, hein, en termes d'exemple, en suivant l'approche arrange, act et assert, ou given when then, en fonction de ce qu'on veut. Et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec, quand on a tous nos tests qui fonctionnent, et puis ça va vite, hein, en une seconde ou deux, ça met plus de temps en fait à lancer Mocha et Chai qu'à faire le test en lui-même. Mais par contre, voilà, on a tous nos scénarios, on a toutes nos features et tout, donc c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je teste ce que je pense être la bonne règle de gameplay. C'est-à-dire que, grosso modo, on fait des ateliers de réflexion où à un moment on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment attaquer le sujet, donc on réfléchit, on se pose 2 secondes, on commence pas à écrire du code n'importe comment, mais grosso modo, on a l'approche un peu ATDD. Et je suis pas un expert là-dessus, et donc je peux me tromper sur la manière dont c'est fait. Je suis peut-être un peu trop. Je vais peut-être pas de manière un peu incrémentale, assez incrémentale pour faire du vrai ATDD, je sais pas. J'ai pas encore de retour d'expérience par rapport aux autres pour me dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, je rajoute un scénario, donc un exemple de ce que je veux. Donc j'ai une entité qui se trouve à tel endroit, donc enfin dans le langage fonctionnel du jeu, j'ai des tours et j'ai des robots, joueur A, joueur B au niveau du match. Donc quand j'ai la tour du joueur A qui se trouve à cet endroit, le robot du joueur B qui se trouve à l'autre endroit, quand le robot tire sur la tour, machin, c'est la fête du slip. Voilà. Et donc, cet exemple-là, on voit bien qu'il y a une portion, le robot et la tour se trouvent à cet endroit-là, ils appartiennent à tel joueur, donc ils sont dans un match, etc. etc. Tout ça, c'est des entités au sens ECS, architecture ECS du jeu. Que je développe en architecture ECS, de ce que j'ai compris de l'architecture ECS, parce que je ne suis pas un expert. Et donc, voilà, j'expose mes exemples. Et donc, tant que mes tests sont rouges, ça veut dire que j'ai pas fait le minimum de code qui fait que ça passe, en termes de logique métier, de logique de gameplay. Et donc, par contre, quand les tests sont verts, quand le test passe, ça veut dire que je peux rentrer en approche de refacto pour...
déjà, je peux atteindre le vert assez vite parce que je peux mettre des ID en dur et tout ça. C'est-à-dire, je commence en approche TDD. C'est-à-dire, bah, si tu fais un premier exemple où tu dis, grosso modo, dans mon premier test, ça crache 0, je ne veux pas m'amuser à aller choper les ID, les machins, les bidules. Je retourne 0, en fait. Je retourne 0. Et après, j'essaie de réfléchir à bah, comment je pourrais essayer de remplacer ma valeur en dur, là, mon 0 qui fait chier, par quelque chose que je pourrais aller chercher dynamiquement, en fait. C'est un peu toute cette approche-là que je fais. Et des fois, j'y vais de manière un peu obvious parce que la flemme, et c'est pas bien. Et normalement, je devrais prendre mon temps et y aller de manière incrémentale, pas à pas, pour être vraiment, comment dire, bah, vraiment incrémental en fait. C'est-à-dire, je devrais pas réfléchir à comment je dois pas réfléchir à l'algorithmie. C'est mes séquences de tests et mes approches de refacto qui vont faire émerger le design du code en fait. L'approche TDD, hein, en fait. Donc, je le fais un petit peu. Des fois, je suis un peu trop obvious, donc c'est-à-dire, je garde un peu trop de hauteur, mais par contre, je réfléchis l'algorithmie un peu dans ma tête, si tu veux. Mais parfois, soit quand c'est trop compliqué, soit quand je veux vraiment mettre une rigueur incrémentale, j'y vais vraiment pas à pas. Et je laisse faire émerger le design et mes tentatives de refacto au travers des séquences de tests que j'enchaîne, en fait. C'est ça, exactement. À la limite, je peux penser au second, mais en tout cas, je résous pas tous les tests en même temps. C'est-à-dire, le second, je peux le mettre de côté parce que j'y ai pensé. Donc, au lieu de l'oublier, en fait, je peux l'écrire dans un coin, sur un post-it, ou même là, vite fait, je fais mon petit scénario dans un coin. Et mes scénarios, en fait, si tu veux, j'ai même mis des options où, en fait, je peux fournir les ID en dur quand je dois créer des trucs. Parce que j'ai des générateurs d'entités qui peuvent générer des UID, par exemple. Mais je peux aussi mettre un skip. En fait, j'ai pris le skip à trou à la fin. Ah, tu vois, là, je sauvegarde, j'ai plus de problème de compile. Là, j'ai 4 tests en attente parce que j'ai pensé à des trucs, je les ai mis de côté pour les faire tout à l'heure. Et là, quand je relance mes tests, vu que je l'ai placé à trou, ce scénario-là va pas être testé. Enfin, l'ensemble des tests à l'intérieur seront skip et donc ils passeront en pending. Ce qui me permet, moi, quand je pense à une spécification à l'instant T, je peux me dire, bon, c'est vraiment important, je peux pas me permettre de l'oublier parce que si je l'oublie plus tard, je vais l'oublier pendant longtemps et ça va me péter à la gueule. Ça va me péter à la gueule. Et donc je me dis, bah ok, comment je peux faire pour rapidement rajouter un test parce que bon, j'y ai pensé vite fait. Le scénario est pas complet, mais en tout cas, je sais que je dois y penser, je dois rajouter un titre ou un truc comme ça, quoi. Bah, ça s'est fait, mais ça s'est fait avec la refacto dans le temps en fait, au fur et à mesure qu'on avance et puis bah, avec les personnes aussi qui viennent sur le stream, on échange pour voir si eux aussi ils auraient pas des idées ou des choses comme ça quoi. Par contre, bah, chaque action de refacto sur ce genre de truc, on a fait des actions de refacto, bah tu passes une journée à remettre en forme un peu tout le merdier quoi. Parce que là, maintenant, bah, tu vois, là, actuellement, juste pour les règles de gameplay, j'ai même pas fait encore les tests d'intégration, j'ai pas choisi, enfin, j'ai des idées de tech que je vais utiliser pour la prod, mais j'ai même pas encore fait l'intégration, j'ai pas fait l'IHM, j'ai pas fait tout le merdier, donc rien que les règles de gameplay qui permettent de gérer le serveur multijoueur, les événements de gameplay de base, la logique de base de gameplay, la gestion des tournois, enfin, du match, du tour par tour, du machin. On est déjà à 400 tests et en termes d'événements, là, tu vois, j'ai des événements j'ai un événement d'attaque. Enfin, tu vois, quand tu comptes un événement qui fait le check de collision, j'ai différents événements de collision. Non, j'ai un seul événement de collision, mais qui peut avoir plusieurs ID à l'intérieur. J'ai fait plein d'événements de type création, donc c'est tout le temps le même événement de type create, mais par contre, en fonction des entités que je mets dedans, des prérequis, des machins. Enfin bref, le plaisir, quoi. Ouais, ça a changé. Bah, en plus, après, je fais pas énormément de commit. Là, je suis pas trop rigoureux, vu que je suis tout seul sur le projet. Je suis pas trop rigoureux sur l'évolution du code et la gestion des branches et du versionning du code, on va dire. Ça, je dois m'améliorer. C'est moi qui suis feignant, on va dire. Mais bon, vu que je bosse seul, je m'en fous un petit peu.
Mais on voit bien quand même sur les commit history, on voit bien l'évolution du code en fait du début du repo jusqu'à aujourd'hui. On voit bien comment ça évolue au niveau des fichiers de test, au niveau de la gestion des événements. L'architecture ECS, au début, je l'avais un peu mal comprise. Là, normalement, on est plutôt carré sur la gestion de l'architecture ECS. Et de toute façon, tout ça, c'est des choix d'architecture, de design du code. Donc, si jamais ça va pas, si on a mal fait un truc, si on peut faire plus optimal, si c'est trop lent, ça bouffe trop de RAM, ça c'est pas efficace, machin, tout ce qu'on veut, et ben on fera du redesign de tout ça, hein, en fait. C'est un peu l'idée. Et donc là, je viens juste de terminer. Ça fait combien de temps là? Ça fait 1h20? Ça fait 1h20 que j'enregistre. Je viens juste de terminer mon dernier événement de collision. Il faut juste que je rajoute les given là au départ. Là, ça m'emmerde. Là, j'ai créé plein d'entités et j'ai pas fait les tests qui valident que justement ce que j'ai rajouté est vraiment nécessaire, quoi. Donc ça, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Puis même là, j'ai pas tout mis, quoi. J'ai pas tout mis. Et on voit bien justement, par exemple, s'il manque un truc là, est-ce que ça fait planter? J'avais fait des tests à un moment où je retirais des trucs et ça faisait pas planter les tests, donc ça veut dire que c'était pas utile. Là, par exemple, ça c'est nécessaire. Ça c'est nécessaire. Si je vire ça. Ouais. Donc par exemple, là on a quoi? J'ai un joueur, donc je vais tester que j'ai un pointeur en fait. Donc, par exemple, là tu vois, si je veux rajouter le fait que j'ai un pointeur, je rajoute un test à peu près identique. Au lieu de mettre given, je peux mettre un end pour changer le titre. Je fournis ce qu'il y a besoin hein, par rapport à... Bon, c'est des fonctions un peu longues, hein, par contre, il faut faire attention. Ça demande pas mal d'arguments, mais je fournis... À force, on est habitué. Hein. À force, ce truc-là, ça devient un framework pour moi, donc ça me met dans un cadre, forcément. Mais c'est le but des choix d'architecture. Hein. Mettre en place un choix d'architecture, ça a pour but, normalement, de t'aider à rendre le code plus maintenable et plus évolutif. Donc, il faut à la fois se dire que ce truc-là te permet d'aller vite et en même temps que tu t'enfermes pas trop dans un canevas qui t'empêche de faire évoluer le merdier, quoi. Et ça, l'avenir nous le dira si on a fait de la merde en barre ou pas. Donc lui, il veut quoi? Il veut... ok, donc il veut une map avec un player ID. Bah, vas-y. Hein. Un Z. Donc une entity référence avec une map. Tac. Ouais, c'est ça, c'est explicite. C'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire je me force à ne pas garder de l'implicite. À la fois dans ma tête, parce que enfin, là, c'est un projet où je suis tout seul, donc on s'en fout un peu. Mais imaginons, je suis en équipe, j'ai toute la logique métier, tout ce que tu veux, tous les patterns, tous les tests, tout machin, c'est dans ma tête, je suis Superman, c'est moi qui sais tout, c'est génial. Demain, je me pète une jambe, je tombe malade, je démissionne, ou je sais pas quoi, bah, je fous l'équipe dans la merde, parce que je me barre avec tout l'implicite qui est dans ma tête n'est pas explicite dans le projet, sous forme de documentation vivante. Et donc, bah ouais, super, je suis Superman. Superman, quand il se barre, bah, les gens, ils sont bien dans la merde, quoi. Et donc, c'est dommage. J'aime pas cet aspect-là. J'aime bien être dans la notion. On couche un maximum de choses dans les ressources du projet. À la fois, pour moi, ça me retire du cognitif de ma tête. C'est-à-dire que moi, je me force pas à retenir mes features.
C'est mes tests qui fait foi. Donc si moi j'oublie, si je me suis bourré la gueule la veille, bah, c'est de ma faute. Mais en même temps, moi, d'un point de vue cognitif, je me force à ne pas retenir. Donc je suis très léger le soir. Je suis fatigué parce que j'ai bouffé du code H24. Mais je suis pas fatigué en termes de retenue, de tout ça, en fait. Ah non, mais il n'y a aucun commentaire dans le code. Là, actuellement, il n'y a pas de commentaire du tout. En plus, dans le code métier, j'essaie de faire du clean code au sens où j'essaie de faire du nommage de mes fonctions, quoi. Mes fonctions, mes constantes, je dis ce que c'est, j'essaie de remonter l'intention du code dans le nommage, ce qui fait que je ne mets pas de... même dans le nom de mes interfaces, dans le nom de mes classes, etc. Voilà, et puis bah, quand je dis que je fais de l'ECS, et bah, j'ai des composants, enfin j'ai des entités, j'ai des composants, j'ai des systèmes. Entre les systèmes, j'ai des events, euh, etc., etc. Enfin voilà, je mets en place un espèce de vocabulaire à la fois technique et fonctionnel qui permet de faire en sorte que normalement tu lis un système, par exemple, tu veux lire un système, tu comprends ce que veut faire ce que fait le système, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Bah tant mieux, tant mieux. En fait, l'idée aussi, c'est l'idée du stream, c'est à la fois je me fais kiffer en faisant un jeu et qui sait peut-être que plus tard j'arriverai à avoir le business model qui va bien pour en vivre, plus ou moins en partie. Hein. Je ne me prétends pas être capable de vivre entièrement et de faire autant de chiffre d'affaires avec ce jeu. Mais en parallèle de ça, parce que ça c'est vraiment minimum, mais j'en parle parce que on peut se poser la question, ça me plairait bien. Mais en même temps, c'est aussi pour partager et échanger en toute ouverture ce que je fais, tout en sachant que ce que je fais n'est peut-être pas parfait. Et j'en suis conscient moi-même. Et donc l'idée c'est que les gens peuvent consulter, voir les replays, les machins, et voir si ça leur plaît cette façon de faire. Et si ça leur plaît pas, j'aime à ce que les gens me le disent et me conseillent sur leur manière dont eux pensent être la meilleure façon de faire pour que moi aussi je puisse m'améliorer en fait. C'est je suis pas allergique à ce que quelqu'un me dit là ce que t'as fait c'est de la merde, tu vois. J'aime bien et pas sous réserve que le mec me dit c'est de la merde parce que si parce que ça je te recommande de faire de telle sorte parce que tu verras ça va aller mieux machin et puis donc on expérimente derrière versus ce que je fais je suis le meilleur du monde, t'as pas le droit de dire que je fais de la merde ou t'as pas le droit de critiquer mon travail. C'est pas ça. Je suis dans l'amélioration continue d'une manière générale. Et puis bah, j'aime bien que des gens qui ont plus d'expérience ou qui ont d'autres visions que moi me disent comment ils feraient le truc. Euh, bon, est-ce que j'ai toujours mes tests qui passent? Parce que ça se trouve, j'ai fait de la merde. Ah, là, tu vois, par exemple, j'ai fait de la merde là, dans mon given, j'ai merdé, j'ai oublié de remettre à plat certains ID, je me suis trompé. Ouais, donc là, en fait, on a actuel, on a. Qu'est-ce que j'ai fait? On voulait un pointeur. Ouais, c'est dans le composant, en fait. C'est le composant, j'ai oublié de mettre l'ID là. Voilà, il y a un pointeur. Et c'est un pointeur, justement. C'est un pointeur. Et par contre, là, normalement, on est bon. Toujours pas. Qu'est-ce qui lui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un truc en trop. Il y a un truc en trop. C'est où? Ou alors c'est peut-être plus haut que j'ai fait de l'adobe. Mon pointeur. Ouais. Non, normalement c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ouais, j'ai merdé dans le expected. C'était lui?
Ah oui, c'est mon entity référence qui est à chier. Ouais, c'est ça. Player. J'en ai partout, hein. C'est un peu le problème avec le composant entity référence, c'est ce qui permet de relier les entités entre elles, en fonction de leur type et tout. Ce qui permet de sauter d'une entité à une autre. C'est un bordel. C'est un bordel à tester. Enfin, c'est un bordel à définir le test. En fait, je suis pas pleinement satisfait, mais c'est un composant qui est tellement central. Limite, il n'y a pas une seule entité qui n'a pas ce composant-là. C'est un bordel. Donc, j'avais ça et j'avais une troisième entité aussi que je voulais tester. Tac. Et donc, on a une entité. C'est un bouton. Donc, je dis que j'ai une entité bouton qui a en entity référence un entity type button qui porte le même ID et qui a le joueur de relier dessus et qui a aussi le lobby. Le lobby. Tac. Voilà. Ok. Là, c'est pas mal. Ensuite, là j'ai 3 entités au-dessus. 3 entités, donc la player A, c'est bon. Ça c'est pas mal. Là j'ai du monde là par contre. J'ai du monde, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 entités. Ok. Tac, alors. Le pointeur, il nous faut un match, une grille, un robot et une cellule. La cellule, alors ils ont tous les entités références. Ah, et puis il faut une phase aussi. Pour la grille. La grille a besoin. Non, c'est pas la grille, c'est le match. Le match doit avoir un deuxième composant, donc on va dupliquer le match. Il faut tester qu'il a un phasing component. Donc, phasing. Voilà. Alors. Donc, il nous faut jeter au match. Donc, le match, il lui faut un joueur et une grille. Ok. Voilà. Ensuite, il faut donc un phasing. Il faut un player à robot phase. Ok. Donc le phasing, normalement, c'est la phase. Ok. Parfait. Voilà. Ensuite, on a la grille. La grille, elle a une entité référence. Tac. Voilà. Le player A, il a un... Bon, on dit juste que c'est un robot. Player A robot ID, on lui met juste un entity type robot. Et pas de référence. Et la cellule, elle est rattachée à la grille.
C'est ça normalement. Ouais. Je lance les tests. Est-ce que j'ai foiré quelque chose? Il va me dire. Ouais, il y a un truc que j'ai foiré. C'est au niveau de la cellule, donc c'est l'entity type. Ouais, j'ai oublié de mettre à jour ça. Celle-là. Tac. Et bah, à la grille maintenant. Oui, la grille, si je mets pas, c'est un type grid, ça va pas le faire. Et on a le match aussi. Le match ID, là j'ai merdé. Voilà. On va y arriver. Voilà, on est bon. On est bon pour lui. Alors lui, je sais. Bah lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Donc. Et l'autre, il a une phase. Donc il y a 7 tests. Il y a 7 tests. Et là, il y a un truc qui va pas. Il y a le. J'ai pas eu besoin de joueur là, ici. J'ai jamais eu besoin d'avoir une entité joueur. D'accord. Et au-dessus, j'avais besoin. C'est chelou ça. Pourquoi j'avais pas. Pourquoi j'avais besoin de. J'ai besoin de lui créer un joueur là? Parce que ça se trouve, il n'y a jamais eu besoin de joueur dans cette histoire. En termes d'entité, vu que les références sont portées. Player, pointer. Player. Là, je fais des bêtises là. Ça, c'est le pointeur. Le pointeur, je le veux. Le pointeur, je le veux. Par contre, c'est le player ID que je veux pas. Et ça, c'est le player ID. Ok. Ok, là, c'est bon. Donc, en fait, j'ai pas besoin d'entité joueur. Parfait. Donc, je teste pas que j'ai besoin d'un joueur. Forcément. Ok. Bah lui, ça va être à peu près pareil, hein. Donc, on va piquer les tests là, puis on va voir ce qui change. Il n'y avait rien qui changeait. Si j'avais un robot B. Ah mais c'est ça qui me manque là. Là j'avais besoin de tester une tour. Et là par contre j'avais 2 robots. Avec un robot B cette fois-ci. Voilà. Ça doit être pas trop mal. Ouais, c'est bon. Ok.
C'est bon, ça se baigne. Là, j'ai un player. Il y avait besoin d'un player, là? Ou pas? Peut-être. Peut-être. Est-ce que j'avais besoin d'un joueur? Non. Toujours pas besoin de joueur. Du moment qu'il y a une cohérence entre les ID du pointeur et du bouton de fin de tour. Ça prouve qu'on est sur le même joueur. Au niveau des refs. Là, pareil, il n'y a peut-être pas besoin du player A. Ah si, là, il y a besoin. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que là, j'ai fait quoi? Plain... Join simple match. Ah si, oui, parce que le join, on a besoin de récupérer le fait qu'il y a... c'est quoi qui... Ouais, le main menu. On a besoin de choper le main menu du joueur. C'est ça. Ok. Donc on est bon, ce qui fait que je peux... Au niveau des collisions, normalement, je suis bon. Hein. On va avoir... J'ai un bouton de fin de tour. J'ai le bouton du main menu. Normalement, le retour au menu principal en fin de match, quand on a gagné ou perdu, ça devrait être... Il n'y a pas besoin de cliquer quoi que ce soit. C'est géré, normalement. Faudra peut-être qu'on fasse un bouton de back to main menu, mais je sais pas si... Oh, je verrai. Je verrai dans les tests end-to-end, ça. Au pire, s'il faut rajouter un composant de bouton de retour au menu, au main menu, on le fera. On a... Donc, quand ça va être le tour du joueur, il y aura son unité qui sera en surbrillance. Ça, je le gère pas encore, mais il faudra le faire. Et donc, quand il clique... Quand il cliquera sur le bouton de fin de tour, ça enclenche le fin de tour. Quand il clique sur une case où il n'y a pas de robot ou de tour, ça va lancer un ordre de déplacement. Et quand il clique sur une tour ou un robot, que ce soit lui ou un autre, on s'en fout, ça lance un ordre d'attaque. Ça, c'est pas mal. On est bien. En termes de contrôle, on est hyper basique. Ce qui fait qu'il faut que je termine les événements de création et il faut que je fasse un tour sur ce qui est fait côté client aussi. Côté client, il y avait une grosse merdasse sur des choses que je crée côté client qu'il ne fallait pas. Alors. Ouais. Le create. On fait peut-être une petite pause. Là, je fais quoi? Il est 15h, ça fait 1h40. Je vais peut-être me faire un petit café. Salut YouTube, j'espère que la session t'a plu. Des bisous.